La Chine sera-t-elle bientôt la première puissance mondiale? Le pays de Xi Jinping va-t-il réussir à imposer un modèle chinois à la mondialisation? On en parle tout de suite avec les deux invités du Grand Angle. Sophie Boisseau-du-Rocher, Emmanuel Dubois de Prisque, bienvenue à tous les deux. Bonsoir. Merci d'être là. Vous venez de publier chez Odile Jacob « La Chine et le monde » ou « La Chine est le monde », un essai sur ce que vous appelez la sino-mondialisation. Vous êtes tous les deux chercheurs, deux spécialistes de l'Asie, en particulier de la Chine. Sophie Boisseau-du-Rocher à l'IFRI, c'est l'Institut français des relations internationales. Et Emmanuel Dubois de Prisque à l'Institut Thomas More, un think tank libéral conservateur. C'est ce qui est marqué sur le site de l'Institut Thomas More, basé à Paris et à Bruxelles, j'ai vu. Alors, la mondialisation, on en parle depuis des décennies, surtout depuis l'implosion de l'URSS en 91, mais vous titrez sur la sino-mondialisation. Alors comment est-ce qu'il faut comprendre cette mondialisation du monde à la sauce chinoise? Qui est-ce qui veut répondre à ça? Mais la Chine a profité de la mondialisation, on le dit. D'ailleurs, les États-Unis actuellement le montrent bien dans les négociations qu'ils ont entamées avec les autorités chinoises. La Chine a profité de la mondialisation, était relativement discrète dans la mondialisation. Vous dites même que c'était un passager clandestin de la mondialisation. Un passager clandestin. Et puis, elle s'est affirmée, elle en a de plus en plus profité. Et aujourd'hui, elle arrive à un niveau de puissance qui lui permet d'affirmer que d'ici 40 à 50 ans, elle souhaite assumer le rôle de première puissance mondiale. Ça nous a donc interrogés, on s'est demandé spontanément, mais alors, ça sera quoi un monde chinois? C'est-à-dire non plus un monde occidental, mais un monde dont les règles du jeu seraient notamment impulsées par la Chine. Vous parlez du concept de Tianxia. Tianxia, ça signifie... C'est quoi le Tianxia? Le Tianxia, en fait, c'est une appellation très ancienne en Chine qui simplement signifie le monde, tout ce qui est sous le ciel. Mais la particularité, en fait, du Tianxia, c'est d'être dirigé par le fils du ciel, Tianzi, donc c'est-à-dire l'empereur lui-même. Donc, si la Chine veut restaurer, comme elle le prétend, sa place dans le monde, d'une certaine façon, elle veut restaurer le système du Tianxia, c'est-à-dire ce système où vous aurez un empereur moderne, c'est-à-dire Xi Jinping. Voilà, Xi Jinping, ou peut-être le parti, disons, qui aurait vocation à diriger non seulement la Chine sur son territoire au sens classique du terme, mais peut-être le monde. Si on prend au sérieux, je veux dire, la restauration que la Chine défend elle-même, c'est-à-dire quand elle part de renaissance de la nation, la nation chinoise, c'est-à-dire de la culture chinoise, de la civilisation chinoise, au fond, il faut s'interroger sur ce qu'est la Chine. Est-ce que c'est un État-nation comme les autres, ou est-ce que c'est plus que ça, une civilisation, le principe qui va diriger le Tianxia, c'est-à-dire le monde dans son ensemble. Alors vous venez de parler du Parti communiste chinois, vous consacrez un chapitre à la mondialisation au service du Parti communiste. On peut dire que le parti a besoin des marchés mondiaux, le parti a besoin d'une forte croissance pour se maintenir au pouvoir? Ben, il semblerait bien, quand même. Il semblerait bien. Après les spasmes de la révolution culturelle, Deng Xiaoping a lancé le mouvement de réforme en 1979. On célèbre donc là le 40e anniversaire. Ce mouvement de réforme impliquait non seulement des réformes à l'intérieur de la Chine, mais également une ouverture des réseaux commerciaux financiers chinois. En ceci, la Chine ne faisait que suivre l'exemple des dragons asiatiques. Et donc, c'est de plus en plus ouverte à l'extérieur, c'est-à-dire qu'elle a eu besoin des investissements à l'intérieur des zones économiques spéciales, elle a besoin des marchés, elle a besoin aujourd'hui effectivement d'assurer un certain niveau de croissance pour conforter, je dirais, le rôle du Parti communiste chinois. Et dans cette perspective, elle est devenue membre de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce, en 2001. Du même coup, on peut dire que la Chine, à ce moment-là, devait accepter les règles libérales du commerce mondial, et on peut dire qu'elle n'a pas vraiment joué le jeu. Alors, le problème, en fait, avec l'entrée de la Chine au sein de l'OMC en 2001, et le bilan qu'on peut en faire donc plus de 15 ans plus tard, maintenant 17 ans plus tard, c'est que les deux parties, disons la Chine et les Occidentaux, ont l'impression peut-être un peu dangereuse d'avoir été flouée. C'est-à-dire que les Occidentaux ont l'impression d'avoir fait beaucoup de concessions pour permettre à la Chine d'intégrer longtemps avant la Russie, par exemple, l'OMC. D'avoir ouvert leur marché. D'avoir ouvert leur marché, d'avoir accepté que certains produits soient beaucoup plus taxés par les douanes chinoises que par les douanes occidentales, par exemple. On voit bien que c'est un enjeu aujourd'hui entre les États-Unis et la Chine. Et d'un autre côté, les Chinois eux-mêmes disent, voilà, on a fait notre part du travail. Maintenant, il est temps que vous nous
octroyer, comme c'était prévu lors du protocole d'accord de l'entrée de la Chine au sein de l'OMC, le statut d'économie de marché. Ouais. C'est comme ça, légalement on y a droit. Et donc vous voyez, les deux parties ont l'impression d'être flouées. Et là, on est dans une perspective de tension quand des deux côtés, vous avez le sentiment d'avoir fait trop d'efforts. Parce que finalement, cette croissance extraordinaire que la Chine a connue toutes ces dernières décennies n'a été possible que parce que l'accès aux technologies occidentales, aux marchés occidentaux, était facilité par l'OMC. Mais en revanche, l'accès au marché chinois était fortement contrôlé. Donc, si vous voulez, il n'y a pas eu de réciprocité, d'où ce sentiment de frustration. Il y a eu également pillage de certaines technologies. Oui, parce que vous dites il y a une certaine, vous dites une hubris technologique. Alors, c'est cette espèce de fascination pour les technologies, notamment européennes, qui est largement pillée par les Chinois. Et en même temps aussi, cette technologie qui est une obsession du contrôle. On voit bien que la Chine contrôle tous les citoyens. C'est, je crois, le pays où il y a le plus de caméras de surveillance. Je crois que c'est très juste. Oui. Il y a effectivement une hubris technologique qu'on constate en Chine. C'est-à-dire que, chez nous aussi, on voit bien que les nouvelles technologies se répandent très rapidement, notamment auprès des jeunes générations. Mais l'impression qu'en Chine, aujourd'hui, effectivement, il n'y a absolument aucun frein à ce développement. Il y a une sorte d'équivalence immédiate entre la modernisation du pays et l'usage de ces nouvelles technologies. Ouais. Donc il n'y a aucun frein éthique, il n'y a aucun frein intellectuel, disons, à l'utilisation des nouvelles technologies. Et on a même l'impression que grâce aux technologies, la Chine va pouvoir réaliser son rêve de puissance qu'elle n'a pas pu réaliser simplement avec la politique, par exemple, sous la révolution culturelle. Alors ce livre aborde plein de sujets, et notamment le rêve de puissance et les nouvelles routes de la soie. Alors, donc, je dis en deux mots, Xi Jinping propose ces routes de la soie, des routes de la soie, c'est-à-dire des routes ferroviaires, portuaires, routières. Des projets d'infrastructure. Voilà, plus de 120 pays, je crois, 123 pays qui sont concernés, qui sont approchés par la Chine. Est-ce que c'est une formidable opportunité pour le commerce mondial ou c'est un piège pour ceux qui vont se laisser charmer, je dirais, par le carnet de chèques chinois? Eh bien, les deux. Et c'est ça, d'ailleurs, qui est très difficile. Il n'est pas question de refuser les opportunités apportées par les routes de la soie et les projets des routes de la soie. Maintenant, il ne faut pas non plus les accepter à n'importe quelle condition. C'est bien, d'ailleurs, ce qu'a rappelé le président Macron lorsqu'il était en Chine en janvier 2018. Ce qui se passe, c'est que avec ces routes de la soie, les Chinois mettent en place des règles du jeu qui leur sont favorables au final. Notamment de financement. Notamment de financement, mais notamment également techniques, des règles du jeu même sociales, avec des travailleurs chinois qui viennent dans les pays où les projets sont les plus importants. Il y a donc, si vous voulez, une frustration qui s'exprime de plus en plus nette. Et donc là aussi, ça nous a énormément interrogés. C'est-à-dire, si on prend si on part des routes de la soie comme le grand projet de politique extérieure et le grand projet de développement chinois et de mondialisation chinoise, du monde. À quoi est-ce qu'on va avoir droit? Voilà. Et à où ça va aller et jusqu'où ça va aboutir. Donc on se rend compte qu'il n'y a pas seulement des projets d'infrastructure, des projets digitaux, des projets commerciaux, mais il y a également des projets géostratégiques, voire de contrôle. D'influence et de contrôle. Oui, Emmanuel. Quand vous parlez de sinisation du monde, effectivement, il y a quelque chose de cet ordre-là, dans le sens où, quand on parle nous faisons un essai sur la sino-mondialisation, ça signifie bien que la mondialisation, on pensait que c'était l'unification du monde, d'une certaine façon, l'unification des pratiques, mais là, on voit bien qu'avec ce qui se dessine... règles et le droit occidental. Mais voilà, donc, mais ce qui se dessine aujourd'hui, c'est ce dont on parle à la fin du livre, c'est-à-dire une forme de fragmentation, peut-être, de la mondialisation, avec d'un côté quelque chose qui serait encore soumis à l'influence occidentale, et de l'autre, un monde en Asie centrale, dans d'autres régions, sous une influence très forte de la Chine, et qui serait au contraire en voie de désoccidentalisation ou déseuropéanisation. Et là, on voit que la mondialisation, contrairement à ce qu'on avait imaginé pendant de longues décennies, n'est pas synonyme d'unification, mais au contraire de fragmentation, ce qui est quand même une grande surprise. Alors vous écrivez qu'il y a toujours eu en Chine une fascination pour les États-Unis. La Chine voulait ressembler aux États-Unis. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui, malgré tout? Le rêve chinois, quand on entend, vous savez, le rêve chinois, le premier slogan de Xi Jinping à son arrivée au pouvoir début 2013, ça sonne quand même beaucoup rêve américain. Et alors, quand vous pensez qu'aujourd'hui, la Chine, c'est pas un phénomène bien sûr univoque, il y a beaucoup de choses très diverses qui se passent en Chine. Les forces centrifuges qui s'exercent sur la Chine sont très puissantes. Quand vous pensez qu'en fait, les riches chinois, les gens qui réussissent, leur but, au fond,
c'est de placer les deux choses qui sont les plus précieuses pour eux, c'est-à-dire leurs enfants et leur argent à l'étranger. Et bien souvent, c'est aux États-Unis. Mais le rêve de l'élite chinoise, c'est que leurs enfants sortent de Harvard, du MIT, de Stanford. Donc on voit bien qu'il y a un rêve américain qui sous-tend, disons, le rêve chinois aujourd'hui. C'est très manifeste. Et ce qui crée d'ailleurs une certaine frustration chez les Chinois, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas véritablement à attirer par leur soft power les élites occidentales. Voilà. Donc c'est pas faute d'essayer, parce qu'ils essaient. C'est pas faute d'essayer, évidemment. Donc c'est véritablement un problème pour eux, sincère. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas plus aimé? Alors justement, on peut parler de l'Europe, parce qu'elle est ciblée par la Chine. Vous dites, elle est à la fois un client de la Chine, une cible technologique, on y a fait allusion tout à l'heure. On peut dire que la Chine, elle divise les Européens. Elle a cet avantage, c'est que l'Europe ne lui parle pas d'une seule voix. Alors, il y a une chose qui est très intéressante avec les Chinois, c'est qu'ils connaissent parfaitement leur terrain d'intervention. Ils connaissent parfaitement les forces et les faiblesses, les déficiences de l'Union européenne. Et donc, ils jouent des différences. Ils jouent des différences d'appréciation, de perception. Et on voit bien d'ailleurs avec l'Europe de l'Est comment ils sont intervenus pour attirer dans leur giron et donc diviser et donc éloigner les pays d'Europe de l'Est du centre européen. Maintenant, je crois qu'il y a quand même, et c'est peut-être la bonne nouvelle, et on a donc terminé dans notre ouvrage là-dessus, il y a peut-être quand même une prise de conscience très claire du coût de ces politiques et de cette diplomatie de division chinoise. Et donc l'Europe est en train quand même d'essayer de reformuler un front commun face à cette Afrique. Elle est moins naïve et elle essaye de négocier. Emmanuel Dubois, on peut dire que l'Occident, c'est un peu je dirais la conclusion de votre livre, a perdu le monopole de la puissance, d'autant que les Occidentaux sont malheureusement assez divisés, plus que jamais avec Trump au pouvoir aux États-Unis. On dirait, alors ils sont peut-être pas autant divisés que ce qu'on avait imaginé au moment de l'arrivée de Trump, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, par exemple, sur la question de Huawei et d'autres, on est tenté d'emboîter le pas des Américains. On voit que les Allemands le font, les Français eux-mêmes. Donc finalement, il y a quand même une forme de proximité qui existe toujours entre les différentes puissances occidentales. Mais effectivement, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se produire. La Chine est susceptible de fragmenter l'Europe, même si l'Europe n'a pas besoin de ça pour être divisée. Oui, je vois que vous voulez pas parler encore. Non, je dis que c'est peut-être pas une mauvaise chose que la Chine, que d'autres pays que des pays occidentaux accèdent au rang de première puissance mondiale. C'est pas ça qui pose question pour nous. Ce qui pose question, c'est que c'est un État autoritaire qui devient première puissance mondiale. Et donc, quel impact ça va avoir sur le système mondial dans son ensemble. Notamment sur la démocratie dont vous parlez aussi. Notamment sur la démocratie. Vous parlez aussi beaucoup d'autres choses, de l'armée chinoise, les questions de démocratie et sur cette crise de démocratie européenne qui est utilisée, accélérée, amplifiée par la Chine. Merci beaucoup Sophie Boisseau-Durocher et Emmanuel Dubois de Vries d'être venus parler de la Chine et le monde, ou est le monde, aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup.